Réunis à N'Djamena au Tchad le 25 avril 2007 à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEMAC, les dirigeants africains ont décidé de doter la sous-région Afrique centrale d'un réseau Internet fiable. Et depuis 2018, le Congo et le Gabon sont donc interconnectés grâce au projet Central African Backbone, en sigle CAB, projet cofinancé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par l'État congolais et la Banque mondiale. Le dit projet compte également relier le pays de Sassou Nguesso au Cameroun voisin et à la République centrafricaine. Pour comprendre les tenants, les aboutissants du projet CAB, dans cette autre édition, nous recevons le ministre Léon Juste Ibombo. Il est ministre congolais des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Avec lui, on parlera de fond en comble de ce projet, de sa vie politique, mais également de sa vie religieuse. Mais avant, je vous propose de suivre attentivement ces deux éléments qui vous présentent l'effectivité de la fibre optique au Congo, mais aussi la réalité de l'interconnexion entre le Congo et le Gabon voisin. Le réseau très haut débit en fibre optique reliant le Congo et le Gabon est opérationnel. L'inauguration de cette interconnexion physique a eu lieu le 6 avril dernier dans la commune de Bakumba, dans la province du Haut-Ogooué au Gabon, sous une pluie d'ovations des populations de cette contrée. C'est Léon Juste Ibombo et Alain-Claude Billy-Benzé, respectivement ministres en charge de l'économie numérique du Congo et du Gabon, qui ont procédé simultanément à la coupure du ruban symbolique. Cet ouvrage de télécommunication qui vient à point apporter une pierre angulaire dans l'œuvre de l'intégration sous-régionale matérialise l'ambition des chefs d'État de la CEMAC d'arrimer la sous-région en réseau fibre optique haut débit. Pour les ministres Léon Juste Ibombo et Alain-Claude Billy-Benzé, il s'agit d'une nouvelle page qui vient d'être écrite dans le secteur du numérique. L'interconnexion entre nos deux pays permettra à nos entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales, de collaborer plus efficacement, plus vite et de créer de la valeur ajoutée pour tous. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus besoin d'emprunter les routes numériques internationales pour collaborer entre États frères. Cette interconnexion entre la République sœur du Congo et le Gabon permettra d'avoir un troisième point de connectivité à l'international en plus des câbles existants déjà. Toute chose qui concourt donc à consolider la sécurisation de la connectivité de nos pays. Après la cérémonie de mise en service, les délégations congolaises et gabonaises ont eu droit à une démonstration technique afin de mesurer la fiabilité de l'interconnexion de ces réseaux. Occasion tout indiquée pour Léon Juste Ibombo et Alain-Claude Billy-Benzé de converser en vidéoconférence avec les techniciens congolais en poste à Mbinda, localité congolaise située à 45 km de Bakumba au Gabon. C'est tout là en ce moment précis. Nous sommes à Mbinda, en ce moment dans le secteur de Mbinda. Ah, parce que ici nous sommes au Gabon, hein. Ça va nous permettre maintenant de passer à la pratique. Passer à la pratique, c'est-à-dire faire en sorte que ce réseau soit exploité, faire en sorte de réduire la fracture numérique qu'on peut avoir dans cette zone-là. Et également, comme c'était l'un des objectifs du projet CAB, de réduire les coûts en apportant plus d'offres à valeur ajoutée sur ces réseaux. La fibre optique, technologie la plus performante pour transporter les données à la vitesse de la lumière avec une bande passante presque illimitée, est malheureusement mal connue. L'émotion des populations quant à la matérialisation des projets CAP 3 pour le Congo et CAP 4 pour le Gabon. Vous connaissez la fibre optique? Non. La fibre optique, c'était un réseau Internet. L'inauguration de ces infrastructures de télécommunications est une fierté et un pari gagné pour les techniciens congolais et gabonais à l'œuvre pour son aboutissement depuis plus de 2 ans. L'interconnexion en fibre optique très haut débit achevée entre le Congo et le Gabon reste à l'opérateur de la commercialiser. L'ambition des chefs d'État a été matérialisée. Maintenant, c'est à tous ce qu'on appelle les développeurs, les sociétés privées de venir pour qu'on puisse rentabiliser cette infrastructure. La prochaine étape du projet CAB sur l'interconnexion sera la construction du réseau fibre optique qui reliera le Nord Congo avec le Cameroun et la République centrafricaine. Le regard figé sur les laptops, smartphones ou tablettes,
Ces jeunes, étudiants en majorité, se retrouvent ici à la corniche de Brazzaville pour une raison commune. Oui, le Wi-Fi est impeccable ici puisque c'est l'heure de ma pause vu que je travaille à côté. Et chaque jour, je suis ici. Le Wi-Fi est très hyper rapide jusqu'à la 4G. Je suis même connectée puisque je suis venue naviguer. Je suis là depuis ce matin. C'est parce qu'un ami m'avait informé qu'il y a maintenant la disponibilité du Wi-Fi, bon, de la fibre optique Congo Télécom. Donc, je suis là depuis le matin pour faire un peu de recherche. Le Wi-Fi est disponible, c'est bon pour tout le monde. On fait les recherches, il n'y a plus à aller dans les cyber où le téléchargement était compliqué à faire, mais là, vraiment, c'est bon, c'est bon. Le gouvernement congolais, qui a fait de l'économie numérique l'un des axes stratégiques du développement du pays, a mis à la disposition de ses populations une connexion Internet gratuite qui, à ce jour, profite à des milliers d'internautes. Je suis venu ici pour venir faire mes recherches, vu qu'à l'école là-bas, souvent on a des photocopies, tout ici. Ça m'avantage de garder des pages des cours, d'enregistrer les pages pour me permettre à lire certains cours qui ne me permettent pas à faire la photocopie à l'école. Ça nous permet de causer avec des parents qui sont à l'étranger, avec des amis, de perdre un peu de temps, de se défouler après avoir travaillé. Voilà. Pour donner à plus d'habitants de la capitale l'opportunité d'accéder à ces services Internet qui améliorent leurs conditions de vie socio-économique, l'État congolais, à travers l'opérateur national de téléphonie mobile Congo Télécom, a prévu d'étendre la couverture du Wi-Fi dans plusieurs espaces publics tels que les aéroports, les préfectures et autres zones à forte concentration, au grand plaisir de la génération Android. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Messi. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Merci. Vous êtes le ministre congolais des Postes et Télécommunications, en charge également de l'économie numérique. La République du Congo vient de se joindre au reste de la communauté internationale pour commémorer la Journée mondiale des Postes et Télécommunications. Pouvez-vous, en tant que chef de ce département, nous faire l'état des lieux de ce secteur dans votre pays? Donc, l'état des lieux, c'est d'abord la vision et la volonté d'un homme. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Sa volonté, sa vision, c'est d'abord d'arrimer, de mailler l'ensemble du territoire en infrastructure très haut débit. Parce qu'on ne peut pas parler justement d'économie numérique si on n'a pas la base de l'économie numérique. La base de l'économie digitale, c'est d'abord les infrastructures large bande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo, nous sommes à plus ou moins 4700 km de fibres optiques déployées sur toute l'étendue du territoire national. Mais il y a aussi tout l'arsenal que nous devons mettre en place pour protéger le citoyen dans cet espace. Et à côté de ça, il faut maintenant avoir une stratégie et un plan d'action. Nous avons pu adopter une stratégie assortie d'un plan d'action sur 3 ans pour mettre en œuvre cette ambition forte du chef de l'État qui est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. En célébrant la Journée internationale des télécommunications, on parlait de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a, comme on dit, l'économie digitale, c'est la 4e révolution industrielle, c'est la nouvelle révolution. Et fort heureusement, les États africains, surtout les nôtres, nous en sommes en train de travailler de manière assez hardie pour ne pas rater cette révolution. Donc nous avons la base de l'économie numérique. Nous l'avons célébrée sous le signe de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut apporter comme effet positif dans la société, mais aussi qu'est-ce que ça peut avoir comme effet négatif. Donc il y a une déclaration du gouvernement et on a demandé à tous les acteurs justement de s'imprégner le secteur, de pouvoir travailler de concert avec le gouvernement pour qu'ensemble on puisse développer ce secteur assez dynamique et ce secteur qui vraisemblablement va succéder à la révolution industrielle. Et de manière concrète, puisque vous avez mentionné là les faits positifs et négatifs de l'économie numérique, qu'est-ce qui est fait pour peut-être sensibiliser les populations qui sont intéressées au XXIe siècle à l'économie numérique? Non, je n'ai pas dit
que l'économie numérique, il y a des effets, il y a des effets qui sont négatifs. C'est vrai qu'on va peut-être rentrer dans les détails lorsqu'on parlera par exemple de l'utilisation des réseaux sociaux, surtout de nos jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, on va dire de manière non citoyenne, au lieu qui continuent à calomnier. Vous avez vu ce qui s'est passé dans des pays pas les moindres, hein, c'est-à-dire qu'aux États-Unis et même en France, il n'y a pas si longtemps, le président Macron est en train de travailler dans le cadre de la proposition d'un projet de loi sur les fake news. Parce que ça peut avoir des incidences, on va dire, négatives au niveau de la société. Mais l'économie numérique, c'est une avancée extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'on appelle un village planétaire. Partout où on se trouve, si vous avez un serveur, si vous avez même votre smartphone, vous pouvez être connecté avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète. C'est une avancée extraordinaire au niveau des télécommunications et même des communications. Mais le revers, c'est l'utilisation de fois qui est faite sur les réseaux sociaux. Et cette utilisation, aujourd'hui, vous voyez par exemple le phénomène du terrorisme. Et c'est à travers les réseaux sociaux, justement, là où on arrive à instrumentaliser les personnes les plus fragiles. Et ces personnes seront prêtes, après, à commettre de fois des choses irréparables pour la société. On voit ça aux États-Unis. Donc, il y a cette utilisation des réseaux sociaux. Il y a aussi le côté manipulation aussi, on va dire comme ça, manipulation des données à caractère personnel. Et vous avez vu aux États-Unis, qui est la plus grande puissance économique, militaire, on va dire même financière du monde. Et nous avons vu le Congrès américain interpeller le PDG de Facebook pour justement afin qu'il puisse s'expliquer à propos des manipulations qui ont été faites. Du moins, il y a des fortes suspicions de manipulation des données pour infléchir, du moins, qui ont eu des effets sur les élections aux États-Unis. Donc vous voyez qu'il faut maintenant aller vers la gouvernance de l'Internet. Au niveau de l'intelligence artificielle, il s'agit ici de voir les bienfaits, mais aussi les dégâts que l'intelligence artificielle peut occasionner dans une société. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez par exemple fabriquer des robots. Mais ces robots avec pour ambition, par exemple, de commettre des forfaits, par exemple, on va dire comme ça. Tu vois. Donc, il s'agissait pour les États en charge, les États modernes, de réfléchir sur cette intelligence artificielle, sur son impact tant positif, mais aussi le côté négatif. Parlant justement de l'économie numérique, le Congo se situe à quel niveau exactement? Il y a un travail qui se fait, mais le gouvernement, pour qu'il y ait l'éclosion de l'économie numérique, le gouvernement a l'obligation de mettre la base de l'économie numérique. La base de l'économie numérique, ce sont les infrastructures large bande. La base de l'économie numérique, c'est la vision qu'a le gouvernement. La base de l'économie numérique, c'est la protection du citoyen dans cet espace. Maintenant que nous avons les infrastructures large bande, il s'agit maintenant qu'il y ait des utilisateurs, parce qu'on appelle ça les autoroutes de l'information. Puisque l'ambition du Congo, c'est de devenir une société de l'information et de la communication. C'est ça même les exigences de l'Union internationale des télécommunications. Mais lorsque vous avez ces autoroutes, il faut maintenant qu'il y ait des utilisateurs de ces autoroutes. Donc, favoriser les incubateurs. On a un grand incubateur que le gouvernement congolais accompagne, c'est par exemple Yecolab. Puisque Yecolab, c'est un incubateur qui forme, qui donne la capacité aux jeunes Congolais de pouvoir développer des applications. Parce qu'il faut utiliser cette autoroute. Et pour utiliser cette autoroute, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fera? Il mettra en place ce qu'on appelle des péages, pour que ça puisse rapporter de l'argent, de la valeur ajoutée. Donc, la base de l'économie numérique, nous l'avons. Nous sommes en train de mettre maintenant en place les conditions pour que les Congolais puissent s'approprier, surtout les jeunes. Et c'est une prescription du président de la République. Dans le cadre de son projet de société, il demande à ce que les jeunes puissent s'approprier le secteur de l'économie numérique qui est appelé à un grand avenir. Tenez-vous bien, monsieur Messier, sur les 10 plus grandes entreprises internationales, mondiales, en termes de capitalisation boursière, les 5 premières, ce sont les entreprises du digital. C'est-à-dire que ça a détrôné même les places financières, ça a détrôné même le pétrole. Parce qu'on parle de qui? On parle de WhatsApp, de Facebook, de Google,
on parle de iPhone, bon, je suis en train de chercher, c'est-à-dire que, voilà, donc ce sont ces entreprises qui sont maintenant les premières entreprises du monde. C'est pour dire que non, cette nouvelle économie est appelée un bel avenir. Maintenant, il faut que nos jeunes s'approprient. Nous avons, dans le cadre de l'ambition du gouvernement, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une technopole. Une technopole qui permettra, un grand incubateur justement, qui permettra à ce que les jeunes viennent maintenant proposer des applications. Parce qu'aujourd'hui, les applications que nous avons dans le cadre de l'économie, ce sont plus ou moins les applications, on va dire, qui nous viennent de l'extérieur. Donc, il faut maintenant concevoir des applications. On accompagne beaucoup de jeunes à travers les hackathons, c'est-à-dire on met les jeunes en condition pour nous proposer des applications. Ça fonctionne plus ou moins, mais l'ambition du gouvernement est d'accompagner encore les jeunes. Et je vous dis, nous allons lancer très prochainement le prix de l'excellence de l'économie numérique Denis Sassou Nguesso, un prix où nous sommes en train de travailler avec un partenaire, c'est-à-dire avec Oracle, pour permettre à ce que les jeunes puissent profiter du cloud Oracle pour pouvoir présenter des projets innovants qui vont être connus, vus à travers le monde entier. Dans l'économie numérique en général se porte donc bien au pays. Monsieur le ministre, il y a également l'utilisation de l'économie numérique en général, des réseaux sociaux qui est une préoccupation pour les États africains. Le Congo également, on a vu des autorités qui sont invectivées à travers les réseaux sociaux, des autorités congolaises. Qu'est-ce que vous faites puisque c'est votre domaine également? Écoutez, là c'est un grand problème justement, mais il faut continuer à conscientiser. C'est-à-dire que le rôle d'abord du gouvernement, c'est de conscientiser. Et à côté de cela, nous sommes en train de travailler, nous avons déjà les avis de la Cour suprême concernant l'arsenal juridique qui va être mis en place pour protéger le Congolais. D'abord, premièrement, il faut d'abord, on a un projet de loi sur les données à caractère personnel. Il faut protéger les données des citoyens congolais, qu'on ne puisse pas les manipuler de manière, voilà, qu'on puisse protéger les données des Congolais et que les Congolais se sentent en sécurité dans l'espace numérique. Il y a ce projet de loi sur la protection des données à caractère personnel, protéger aussi les entreprises, protéger l'identité des gens, protéger les sensibilités des gens aussi. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, parce que tout ce que nous écrivons, ou tout ce que nous mettons sur Internet, sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est stocké quelque part. Vous mettez votre opinion politique, mais on peut orienter votre opinion politique. Vous mettez ce que vous aimez lire comme ouvrage, ce que vous avez comme hobby. Donc, il faut protéger le Congolais dans cet espace. Il y a aussi la protection de ce qu'on appelle les transactions financières. Parce que le e-commerce, c'est le commerce d'avenir. Demain, certainement, le commerce d'avenir sera le e-commerce. C'est déjà le commerce d'avenir. On n'aura plus besoin pour acheter quelque chose d'aller dans un magasin. On peut rester chez soi, à travers son smartphone, à travers son ordinateur. On peut faire opérer toutes les transactions financières que l'on veut. Donc, il y a un projet de loi sur les transactions électroniques. Il faut protéger le citoyen concernant les transactions électroniques, concernant l'utilisation de sa carte monétaire, de sa carte monétique, concernant l'utilisation du Congolais de sa pièce nationale d'identité. Et il y a les droits d'auteur et les droits voisins. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre votre image, on va faire des fake news, on va écrire, divulguer des choses qui ne sont pas exactes sur vous. Il faut protéger les citoyens congolais. Donc, il y a tout cet arsenal juridique qui permettra à ce que le Congolais soit protégé dans l'espace numérique. Lorsque nous allons finaliser cet arsenal juridique, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut continuer à sensibiliser. Parce qu'il n'y a que à travers la sensibilisation qu'on pourra dire que non, attention, lorsque vous mettez des photos sur les réseaux sociaux, mais ces photos, après, ça ne vous appartient pas. Voilà pourquoi l'ambition du gouvernement, nous allons lancer, dans les jours qui suivent, nous allons lancer ce qu'on appelle un appel d'offres international pour la construction d'un data center au Congo. Parce qu'il est inconcevable, dans le cadre de l'ambition du gouvernement de mettre en place le e-gouv, que les données du Congo soient stockées ailleurs qu'au Congo. On en reparlera, monsieur le ministre. Oui. En 2017, lors du sommet des chefs d'État de la CIMAC, les dirigeants africains ont décidé d'accélérer l'intégration de la sous-région dans
dans le secteur des postes de télécommunications. Et le Congo a décidé en 2015 d'implémenter la décision des chefs d'État en réalisant un projet, le projet CAB, Central African Backbone. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter déjà ce projet? Bon, le projet Central African Backbone est né de la volonté des chefs d'État de la zone CEMAC d'être interconnectés pour avoir ce qu'on appelle la redondance. C'est-à-dire pour ne plus seulement être tributaire des lignes internationales, par exemple le câble sous-marin, le câble WACS, West African Cable System, mais d'avoir, en cas de coupure du câble sous-marin, d'avoir d'autres sorties pour permettre à ce que la zone CEMAC soit autonome, on va dire, qu'il y ait plusieurs sorties. Ce sont des autoroutes de l'information. Plus vous avez des autoroutes, plus vous aurez des utilisateurs sur ces autoroutes. Donc ça va faire quoi? Ça va baisser les coûts de l'Internet dans la zone et ça va favoriser l'éclosion justement de cette économie numérique à travers, par exemple, les entreprises, les start-upers qui vont venir développer leur application, à travers les grandes sociétés aussi de téléphonie, de communication, qui vont utiliser ces réseaux. Donc ça a été conceptualisé par les chefs d'État en 2007 à N'Djamena. Et le Congo a bénéficié dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale d'un financement pour être interconnecté sur 513 km entre Pointe-Noire et le Gabon, c'est-à-dire qu'à travers, en passant par Mbinda et frontière avec le Gabon à Lekoko. La partie gabonaise, je crois, c'est 1000 km. Donc on a finalisé l'interconnexion physique de ces deux réseaux, le réseau congolais et le réseau gabonais. Nous l'avons fait avec notre collègue du Gabon, le ministre d'État Billy Binze. Et il y a même un tableau ici qui récapitule cela, c'est-à-dire que tout le circuit. Et nous étions à Bakumba le 6 avril 2018, justement, pour inaugurer ce réseau. Ce réseau nous permettra d'avoir ce qu'on appelle une redondance, y compris et du côté congolais et du côté gabonais. C'est-à-dire, nous avons connu au Congo un blackout, il y a, je crois que c'était l'année dernière, au mois de juin. On a eu le câble sous-marin qui a été sectionné au large de Pointe-Noire. Donc, on a estimé que cela a été volontaire. Cela n'a pas été volontaire. Ça n'a jamais été volontaire. Et même, à quelque chose de malheur et bon, parce que les Congolais étaient sceptiques. Ils se disaient qu'on n'avait pas la fibre optique. Mais quand on a vu que non, mais le câble a été sectionné et réparé très vite avec nos amis de Congo Télécom, ils avaient fait un bon travail. Et donc, ce câble sous-marin, aujourd'hui peut être sectionné. Demain, nous allons avoir une sortie toujours à l'international à travers le câble ACE du Gabon. Et ça nous permet aussi d'être plus rapide. C'est-à-dire qu'au lieu de passer, parce que lorsque vous faites une communication et que vous êtes obligé de passer par le Portugal ou de passer par Londres pour revenir au Congo, là, on va passer directement. On n'aura plus besoin d'emprunter des détours pour communiquer, intercommuniquer au niveau de nos pays. Donc c'est une avancée extraordinaire, mais c'est surtout la matérialisation de la parole donnée des chefs d'État. Parce que les chefs d'État ont pensé, ont conceptualisé cela. Aujourd'hui, nous avons matérialisé cette parole donnée des chefs de l'État et on a la première intégration physique en deux États. C'est vrai que le Congo, nous avons une sortie sous-fluviale avec le câble, avec la RDC, mais ça ne nous permet pas d'avoir les grandes capacités. Mais là, avec le câble à fibre optique entre large bande entre le Congo et le Gabon, nous avons assez de capacités qui nous permettra de ne plus connaître des blackouts parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs autoroutes. Et on va continuer dans le cadre justement du projet Central African Backbone. Nous avons maintenant un financement de la BAD, de la Banque africaine de développement. Et nous allons, dans les jours qui suivent, nous allons lancer les appels d'offres qui vont nous permettre d'être interconnectés avec le Cameroun et avec la République centrafricaine. Votre homologue disait qu'au Gabon, le Gabon était encore à l'attente d'un opérateur afin de finaliser, rendre effectif ce projet au Congo. Est-ce que les populations en profitent déjà? Bah, écoutez, pour le cas du Congo, dans le cadre des termes de référence avec la Banque mondiale, il s'agissait, à la suite de la construction de ce réseau, de mettre en place une société de patrimoine qui va gérer, parce que c'est dans le cadre du partenariat public-privé. Mais étant donné que nous n'avons pas encore mis
la société de patrimoine et que nous sommes en train de travailler pour la restructuration de Congo Télécom, qui est notre opérateur historique, parce qu'on ne peut pas mettre en place la société de patrimoine si on ne restructure pas Congo Télécom. Donc nous sommes en train de travailler pour la finalisation de la restructuration de Congo Télécom. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, de concert avec nos partenaires de la Banque mondiale, pris une solution, on va dire, provisoire. C'est-à-dire que nous avons, pas plus tard que hier, procédé à la signature de la délégation de ce réseau à un opérateur congolais, c'est SkyTick Telecom, qui va avoir la charge de maintenir, de commercialiser, d'exploiter, de gérer tout le réseau. Donc, on a finalisé l'accord hier et c'est cette société qui va commencer maintenant à exploiter le réseau. Et vous savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de l'offre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les prix vont directement baisser. Donc aujourd'hui, demain, les prix de l'Internet vont baisser. Déjà, les prix de l'Internet ont beaucoup baissé au Congo. Vous savez, aujourd'hui, on parle, bon, j'essaye un peu, on dit que non, les OTT, c'est-à-dire que les WhatsApp, les Viber, les Facebook, ont plus ou moins, sont en train de mettre à mal la téléphonie traditionnelle, c'est-à-dire que la voix. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes à Brazzaville, ben vous appelez par WhatsApp. Mais lorsque vous appelez par WhatsApp, évidemment, il y a un coût quelque part. Le coût, c'est quoi? Le coût, c'est que la téléphonie, la communication traditionnelle, la voix, évidemment, prend un coût. Donc, il y a moins d'argent au niveau des caisses de l'État. Donc, mais le WhatsApp paye quoi à l'État congolais? Rien du tout. Facebook paye combien à l'État congolais? Rien du tout. Mais Facebook pénètre notre réseau sans payer quoi que ce soit à l'État congolais. C'est pour cela que nous sommes en train de réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons taxer ces OTT. Parce que ces OTT, évidemment, ils viennent dans nos infrastructures. Les infrastructures ont été déployées grâce à l'argent du contribuable, c'est beaucoup d'argent, parce que les infrastructures du numérique, ça coûte extrêmement cher. Mais en retour, ces grands, ce qu'on appelle ces GAFA, ne payent rien à l'État congolais. Et ce n'est pas un problème, on va dire, typiquement congolo-congolaise. Non. Congolo-congolais, plutôt non. C'est un problème partout mondial, parce qu'on a vu, même le président français, même les autres nations, les Européens en train de se lever pour dire, écoutez les GAFA, vous ne payez pas assez d'impôts, mais vous pénétrez nos réseaux, vous... Voilà. Donc, l'économie numérique, c'est ça. On va dire, c'est le revers de la médaille de l'économie numérique, mais il s'agit ici d'un secteur assez dynamique qui crée beaucoup de richesses, et à nous maintenant de voir comment est-ce qu'on appelle ça gouverner l'Internet. Voilà, le terme exact, c'est la gouvernance de l'Internet. Donc le Central Africa Backbone, c'est pour avoir plusieurs sorties qui vont faire en sorte que non, mais on puisse avoir plusieurs sorties internationales. Donc, lorsque vous avez assez de routes dans un pays, évidemment, il y aura beaucoup d'utilisateurs. S'il y a beaucoup d'utilisateurs, les prix vont baisser. L'histoire des OTT qu'on venait d'évoquer, là, m'amène à vous poser la question de l'avenir des postes, de la vieille poste. Avant, nos parents ont connu les mandats. Est-ce que ça existe encore? Quel est l'avenir de la poste? Écoutez, ça c'est une très bonne question. Évidemment, il faut arrimer la poste congolaise à l'économie numérique. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le courrier électronique qui existe. Donc la poste traditionnelle, évidemment, a pris un coût. Le coût, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les gens, à travers les communications électroniques, les gens communiquent en temps réel. On n'a plus besoin d'attendre pour passer que le timbre et puis que... Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau du gouvernement, nous sommes déjà en train de réfléchir et en train de bâtir une stratégie pour arrimer la poste congolaise à l'économie numérique. Laquelle? C'est-à-dire que nous avons commencé à réouvrir les bureaux de poste. Nous en avons réouvert pratiquement 6 bureaux de poste. Et lorsque nous réhabilitons un bureau de poste, nous mettons à côté ce qu'on appelle un centre multimédia. Le centre multimédia avec une connexion Internet haut débit, avec des serveurs, et ces centres vont servir de plateforme pour le e-gouv et le e-commerce. Parce qu'on parle de l'inclusion du numérique. Il ne faut pas que seulement ce soit les populations qui sont dans les villes qui utilisent l'Internet. On doit aussi utiliser l'Internet partout ailleurs, même dans l'Interland. Mais comment est-ce qu'on va utiliser l'Internet dans les parties les plus reculées? Comme à Abala, qu'est-ce qu'on fait? On
met en place des serveurs, on met en place la connexion Internet, et par ces serveurs, par cette connexion Internet, ça permet à ceux qui sont à l'intérieur du pays, lorsque nous allons mettre en place le e-gouv, de pouvoir être en conversation avec l'administration, mais aussi, surtout, avec le e-commerce, de pouvoir commercer à travers le monde. Donc, vous voyez, on est en train, la poste congolaise, demain, sera essentiellement une poste, on va dire, qui va offrir des produits financiers. On appelle ça l'inclusion financière. Parce que, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire en sorte que, à travers le secteur postal, l'emplacement des bureaux postaux, que l'on puisse offrir aux populations des services financiers qui vont permettre l'inclusion financière. À travers les cartes bleues, les cartes de visa, par exemple, prépayées, à travers, par exemple, les produits financiers innovants, nous avons les chrono-cash, nous avons les mandats cash, nous avons un partenaire qui nous accompagne. C'est-à-dire que même à l'intérieur du pays, on peut faire des transactions, y compris à l'extérieur, y compris dans le monde entier. Donc, vous voyez que de plus en plus, le regard postal, ça serait un regard là où la Poste va proposer d'autres produits que le produit classique qui est le timbre postal. Dans ce sens, vous allez moderniser le secteur postal. Revenons au projet CAB qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Certainement, cela vous a coûté en argent et en ressources humaines. Lancé en 2015, vous avez, à l'espace de 3 ans, vous avez réalisé le projet. Comment la République du Congo s'est déployée pour réaliser le projet Central African Bank? Bon, écoutez, on a trouvé un partenaire quand même, un partenaire stratégique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce projet. C'est Huawei, qui n'est plus à présenter dans le secteur des télécoms, mais aussi on a une équipe jeune, dynamique, à la tâche. Et nous avons travaillé justement pour finaliser le projet à travers les équipements actifs. Nous avons travaillé avec la Banque mondiale pour avoir un financement additionnel. Parce que ce n'était pas facile et il fallait passer par la zone de Mayom. Ce n'est pas du tout facile pour déployer la fibre optique. C'est une fibre essentiellement terrestre. Donc, on a une équipe dynamique qui a travaillé et on a pu avoir le soutien de nos partenaires qui nous ont compris. Et je profite encore pour remercier M. Djibrila Issa, qui est en fin de mandat au Congo, qui nous a accompagnés pour la réalisation de l'aboutissement de ce projet. Donc voilà, et puis vous savez, lorsque vous avez la vision, lorsque vous avez une vision éclairée, si vous êtes perspicace, vous arrivez. On avait la vision c'est du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et voilà, avec un peu de volonté, de perspicacité, on est arrivé à finaliser ce projet. Et je le dis encore, je le répète encore, c'est le premier projet intégrateur en Afrique centrale qui a pu relier 2 États en Afrique centrale, c'est-à-dire le Congo et le Gabon. Et nous sommes en train de finaliser les appels d'offres pour qu'on puisse maintenant lancer 2 autres projets pour être interconnectés avec le Cameroun, interconnectés avec la RCA et même avoir une interconnexion avec l'Angola à travers par le Cabinda. Outre donc l'installation de la fibre optique, la liaison fibre optique avec le Gabon et celle avec le Cameroun et la RCA, le Congo, entend mettre également en place un centre national des données. Quoi va-t-il contrôler? Écoutez, on ne peut pas être indépendant numériquement si nos données sont hébergées ailleurs. Voilà pourquoi, dans le cadre de la stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous avons, on va dire, nous avons mis en place la Direction générale du développement de l'économie numérique, qui aura la charge, justement, d'accompagner le gouvernement, d'accompagner le ministère pour bâtir cette stratégie. Il faut vulgariser l'identité numérique congolaise, qui n'est pas assez vulgarisée. Le point CG, ça existe. C'est notre identité, parce qu'on a une identité numérique. Lorsque vous utilisez le point .fr, vos données sont hébergées où? Pas en France, pas au Congo, en France. Le point .com, c'est aux États-Unis. Donc, si on n'est pas indépendant et que les données, par exemple, imaginez qu'on mette en place un e-gouv
et que les données du gouvernement congolais soient hébergées aux États-Unis. C'est-à-dire que toutes les informations que nous allons véhiculer à travers nos réseaux seront connues des Américains ou des Français. Non, voilà, on ne peut pas. Pour être indépendant numériquement, le président de la République a pensé que nous devons mettre en place un centre de données, ce qu'on appelle un data center au Congo. Donc, ce sera donc question de... C'est pour héberger toutes les données du Congo, ici au Congo. Nos données ne seront pas hébergées ailleurs, mais nos données seront hébergées au Congo. Donc, si nos données sont hébergées au Congo, on pourra mieux les protéger. Mais si nos données sont hébergées ailleurs, on ne pourra pas les protéger. Il y aura la manipulation de ces données, et de fois à d'autres fins. On a vu ce que ça fait avec le Wikileaks. Je n'en dirai pas plus. Oui. En parlant de notre projet, le Congo s'est lancé dans la diversification de l'économie en ouvrant le secteur. On sait que le pays était tributaire des recettes pétrolières. En quoi le projet CAP peut apporter un plus à l'économie du Congo? Quelle est déjà la contribution du secteur des postes de télécommunications au produit intérieur brut? Pas seulement le projet CAP. En quoi l'économie numérique ou les télécoms, ce que les télécoms peuvent apporter au niveau de notre pays. Lorsque nous parlons de restructurer notre opérateur historique, parce que nous avions à travailler avec la Banque mondiale, nous avons fait les journées nationales sur la fibre optique, et les études sérieuses de la Banque mondiale démontrent que si nous arrivons à interconnecter ne fût-ce que 10% de ménages en fibre optique, on peut rapporter 5 points de croissance à l'économie de notre pays. C'est-à-dire, nous avons des produits qui existent. Le produit, ce qu'on appelle dans le jargon le triple play. Vous avez un boîtier, un décodeur, avec, qui vous fait l'Internet, la télévision et le téléphone. Ce produit existe à Congo Télécom. Mais on appelle ça le last mile, le dernier kilomètre. Mais il faut maintenant ramener ce produit auprès des ménages et des entreprises. C'est la question justement que j'allais vous... C'est pour dire que le travail, c'est maintenant comment faire pour ramener ce produit auprès des ménages et des entreprises. Il y a un coût à payer. C'est comme aujourd'hui, lorsque vous construisez votre maison, vous devez ramener de l'électricité. Qu'est-ce que vous faites? On dit il faut tirer votre câble à partir du poteau, il faut acheter des poteaux. Il y a un coût qui va payer. Donc, dans le cadre de la volonté du chef de l'État, nous sommes dans la feuille de route que nous avons reçue, évidemment, nous sommes en train de restructurer notre opérateur pour le repositionner afin qu'il ait les capacités pour pouvoir interconnecter. Vous voyez ce que ça peut rapporter comme argent. Mais de l'autre côté, je vous ai parlé tantôt que parmi les 5 les plus grandes entreprises en capitalisation boursière, ce sont les entreprises de l'Internet, c'est-à-dire les Google, les WhatsApp, les iPhones. Ce sont ces entreprises-là. Donc les télécoms apportent beaucoup de valeur ajoutée. Ça porte déjà à travers les communications électroniques parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les communications. On ne peut rien faire sans Internet. Donc ça porte déjà quelque chose. Mais l'économie numérique apporterait davantage encore. Il y a d'autres pays qui sont en train de mettre un accent très fort sur l'économie numérique. C'est comme le chef de l'État. L'axe 5 de son projet de société, c'est arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, nous n'avons pas encore les dernières, on va dire, statistiques concernant le point, mais sinon, ça peut apporter 5 points de croissance si on arrive à interconnecter 10% de ménages. Mais aujourd'hui, tout le secteur des télécommunications apporte sa valeur ajoutée, d'autant plus que vous savez, on ne peut maintenant rien faire sans l'Internet. Même vous aujourd'hui, lorsque vous finissez pour pouvoir diffuser vos éléments, vous utilisez ou l'Internet, faites les 8 transferts. Voilà, c'est l'Internet, ça apporte de l'argent. Mais je n'ai pas les statistiques. Je vous ai donné la statistique de la Banque mondiale sur une étude sérieuse concernant seulement le fait d'interconnecter les ménages. Mais au niveau, par exemple, de la pénétration de la téléphonie mobile, au Congo, on est à 104% de pénétration de la téléphonie mobile. Et nous pensons que demain, on ira au-delà de 104%, puisque nous allons doter notre opérateur historique de la 4G. Vous voyez que si Congo Télécom a cette ressource, cette nouvelle technologie,
ça permettrait de booster ce secteur. Après le projet CAP, la liaison avec le Gabon et la Centrafrique, le Cameroun à venir, what next? C'est le premier projet. Le projet de couverture nationale en télécommunications, c'est un projet en 3 phases. On a déjà finalisé les 2 premières phases. Il reste maintenant la toute dernière phase, qui est la phase de ramener les produits auprès des ménages. Parce qu'aujourd'hui, on a les autoroutes. On a la fibre optique qui est déployée du sud jusqu'à l'extrême nord de notre pays, jusqu'à Ouesso. On a la fibre optique qui est là. Maintenant, il faut prendre ce produit, le ramener auprès des utilisateurs, le maximum d'utilisateurs. Voilà, je vous donne un exemple très simple, sans faire la publicité. Vous voyez, quand vous mettez à zapper, maintenant sur Télé Congo, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une guerre commerciale des télévisions numériques. Et les prix ont baissé d'une manière spectaculaire. Justement avec l'avènement de la Coupe du Monde. Donc vous comprenez que si on donne les capacités, c'est-à-dire que c'est la 3e phase du PCN, les mêmes capacités à notre opérateur historique, l'opérateur historique apportera maintenant ses produits auprès des ménages, auprès des entreprises. Et nous aussi, on sera dans cette concurrence qui est de bonne guerre, parce que plus il y a de l'offre au niveau de la télévision, plus il y a de l'offre au niveau de l'Internet, plus il y a de l'offre au niveau de la téléphonie, les prix vont faire quoi? Les prix vont baisser. Donc, tous les citoyens congolais pourront profiter de ces produits. Parlez-nous de votre arrivée au gouvernement, puisque vous êtes un homme politique. C'est en 2016 que vous êtes parti à la tête du département des postes et télécommunications et de l'économie numérique. Comment en êtes-vous arrivé? Écoutez, comment nous sommes arrivés à ces hautes fonctions? On va dire, moi je suis un homme politique. C'est parce que nous avons intériorisé la vision d'un homme, la vision du président Denis Sassou Nguesso, qui est un grand homme. Nous nous sommes impliqués à l'accompagner dans la matérialisation de sa vision à travers l'avènement d'une nouvelle République. Et de l'autre côté, je suis aussi un peu croyant. Comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Dieu a fait grâce. Et voilà, le président nous a confié ces hautes fonctions et nous sommes en train de ne ménager aucun effort pour ne pas faire démentir le chef de l'État, pour lui montrer que le président de la République n'a pas eu tort de nous confier ces hautes fonctions afin que nous puissions l'accompagner à matérialiser son ambition. Et je profite encore de votre micro, de votre télé, Vision 4, pour remercier encore son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que nous étions avant ministre des Postes et des Télécommunications, et lors du dernier remaniement, on nous a donné la charge de l'économie numérique, justement, c'est pour que nous puissions mettre en œuvre son ambition. Donc voilà, nous travaillons là-dessus, et nous prions à chaque fois le ciel, le Seigneur, que le Seigneur nous donne la force, mais aussi la sagesse, pour pouvoir matérialiser l'ambition qui est celle du chef de l'État. 2016 à 2018, 2 ans que vous êtes à la tête des postes de télécommunications et de l'économie numérique. S'il fallait faire un bilan à mi-parcours, votre bilan à mi-parcours, il est positif ou négatif? Écoutez, je vous dis, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour quelqu'un, pour le chef de l'État. C'est lui qui a un projet, qui a un contrat, comme on dit, social avec les Congolais. C'est lui qui a une ambition pour le Congo. Le président Denis Sassou Nguesso. Lui, il nous fixe le cap et nous, on essaie de matérialiser son contrat social avec les Congolais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est lui qui doit plutôt apprécier, mais nous ne ménageons aucun effort pour que l'ambition qui est celle du chef de l'État, dans le cadre du secteur des télécommunications, c'est arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, nous avons pu avoir une autre sortie internationale qui va nous permettre justement de ne plus connaître un blackout dans notre pays. Je pense que c'est un aspect positif quant à l'ambition, à la matérialisation de l'ambition du chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas arrimer notre pays à l'économie numérique si on n'a pas ces infrastructures large bande. Aujourd'hui, nous avons ces autoroutes de l'information.
Demain, nous allons implémenter dans notre pays le e-gouv, avec un financement que nous avons déjà au niveau de la BAD. Nous sommes en train de réouvrir les bureaux postaux pour assurer ce qu'on appelle le service universel postal. Parce qu'il est inacceptable qu'il y ait des localités qui soient pourvues en bureau de poste et qu'il y ait d'autres qui ne soient pas pourvues. On doit assurer ce qu'on appelle le service postal universel. On doit assurer ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Que l'Internet arrive partout à travers la téléphonie mobile. Nous sommes en train de nous battre parce qu'il y a un projet de décret d'application de la loi qui a libéralisé le secteur des télécommunications qui nous permettra de mettre en place ce qu'on appelle le service universel. C'est-à-dire que les opérateurs vont contribuer. Là où les opérateurs ne peuvent pas implanter des réseaux, évidemment, l'État prendra la responsabilité d'implanter des antennes qui permettront à ces zones d'être désenclavées. Voilà, donc nous sommes en train de travailler, nous pensons que nous serons satisfaits lorsque le Congo sera interconnecté du nord au sud, de l'est à l'ouest, lorsque on pourra réouvrir le maximum de bureaux de poste, lorsque le président sera satisfait de notre travail. Vous disiez tantôt que vous êtes un homme croyant, un chrétien pratiquant, un pasteur. C'est le terme approprié? Je suis un évangéliste. Un évangéliste. Voilà. Oui, déjà en tant qu'homme politique et évangéliste, comment arrivez-vous à dissocier les deux casquettes et quel est le regard que vos fidèles, peut-être vos, je vais le dire ainsi, posent sur vous? C'est monsieur le ministre ou bien c'est l'évangéliste? Vous savez, dans la République, il y a ce qu'on appelle les lois et les règlements de la République. La première loi de la République, c'est la Constitution. Ça donne un garde-fou. Après la Constitution, on a les autres lois, on a des décrets, on a les directives même de la CEMAC, machin. Et ça permet à l'homme politique d'avoir un champ d'application. D'abord, il y a le décret. Dans le décret, par exemple, qui nous attribue nos compétences, nous sommes encadrés. La loi divine aussi a une loi. La loi divine a une loi qui est au-dessus de toutes ces lois. C'est la loi qui a été matérialisée par Jésus, par le Christ, l'amour. C'est le plus grand et le plus beau de tous les commandements. Cette loi permet en sus à l'homme de Dieu, en tant qu'homme politique, d'avoir beaucoup de garde-fous. Pourquoi? Parce que le christianisme nous impose d'être assez juste, même si personne ne peut être juste, mais du moins de tout faire pour être juste. Le christianisme nous impose d'avoir quand même un comportement, même si il n'y a aucun homme qui ne pêche, parce que dans la Bible, il est dit que non, nous tous, nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais grâce soit rendue à Jésus, parce que c'est lui qui s'est offert pour nos péchés. Donc, en se référant à lui, évidemment, on peut toujours demander le pardon. Mais le christianisme a cet avantage d'imposer quand même quelques repères à l'homme politique. Et l'homme politique, lorsqu'il veut, on va dire, aller au-delà de ses repères, se réfère maintenant à sa foi. Et la foi peut réorienter différemment l'homme politique. Donc c'est un atout que d'avoir des chrétiens qui fassent de la politique. Comment êtes-vous devenu évangéliste? Est-ce un appel ou bien, je ne sais pas quoi? Bonne question. Bah, écoutez, je vais vous dire, c'est un appel. Voilà, c'est un appel parce que j'ai connu le Seigneur il y a quelques années. Je l'ai connu en Europe, je ne l'ai pas connu ici, hein, au Congo, je l'ai connu en Europe. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est plein d'amour, plein de miséricorde. Et un jour, je me suis dit, quoi que ce soit que le Seigneur ait pu me donner d'infime, mais il me l'a donné pour qui? Pourquoi? Est-ce qu'il m'a donné ça pour la France? Parce que j'ai vécu longtemps là-bas, 15 ans. Il m'a donné ça certainement pour le Congo. Je pense que j'ai plus à donner au Congo qu'à donner à la France, qui est déjà construite. Voilà pourquoi je suis rentré. Et je suis rentré justement, et Jésus m'a toujours accompagné. Aujourd'hui, il m'accompagne encore davantage. La preuve, vous voyez, je me retrouve quand même à assumer ces hautes fonctions. Si on assume ces hautes fonctions, puisque quelque part, il est écrit que toute autorité vient de Dieu, parce que même le président, c'est une autorité qui a été établie par Dieu.
C'est Dieu qui établit les autorités. Donc, je vais dire que j'ai un gros témoignage sur Jésus. Bon, je pense qu'on resterait longtemps pour parler de Jésus. Mais je l'aime beaucoup, Jésus, parce que... Et je demande à tout le monde d'aimer Jésus. D'aimer Jésus, pourquoi? Parce que le fondement, l'essence même du christianisme, c'est ça qui devrait... C'est ça qui fait en sorte que le Congo est en train de marcher dans la Nouvelle République. Parce que la Nouvelle République, aujourd'hui, on a dit quoi? Nous, on s'est battu pour la Nouvelle République. On a dit, la Nouvelle République, c'est une république de répartition. C'est une république là où on ne veut pas laisser quelqu'un au bord du chemin. C'est une république là où on veut que chacun trouve sa place. Mais évidemment, par le travail. Il y a ces conseils consultatifs qui ont été mis en place, justement, pour faire en sorte qu'au lieu de chercher à se canarder, on peut s'asseoir et échanger. C'est une république là où on a une exécutive plutôt bicéphale. On a un président de la République qui incarne la souveraineté de la nation. On a un premier chef du gouvernement. C'est une république là où nous avons des structures institutionnelles qui existent, bien encadrées, qui permettent à ce que tous les Congolais ne sont pas nombreux, que chacun puisse se retrouver. Donc, c'est ma foi et je prie que le Seigneur puisse toucher le maximum de Congolais. Et d'abord, je sais que le Seigneur touche le maximum de Congolais parce qu'on est plus ou moins, on n'a peut-être pas les statistiques exhaustives, mais le Congo est plus ou moins, on va dire, à 95% chrétiens. C'est vrai qu'il y a des communautés, d'autres communautés dans notre pays, mais l'essence même du Congo, c'est l'essence, c'est du christianisme. Au niveau des églises, je ne rentre pas dans des considérations un peu particulières, mais le Congo est d'essence chrétienne. La preuve, au Congo, lorsqu'il y a la Pâque, c'est une journée, c'est un jour férié au Congo. La Pentecôte, c'est un jour férié au Congo. Le 25 décembre, bon, même si c'est une date, mais c'est un jour férié. Ce sont des jours fériés pour symboliser quoi? Pour symboliser le Christ. Lorsqu'on est un homme de Dieu, évangéliste, pratiquant, on a l'ambition très poussée d'avoir une église ou tout un tas. En avez-vous hein? Je suis membre d'une communauté parce que Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés, mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous ne pouvez pas être évangéliste si vous n'assemblez pas, si vous vous assemblez pas avec les autres. Donc moi, je suis membre d'une communauté, ça s'appelle l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Nous sommes une petite communauté, nous nous retrouvons tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches, et les autres jours à travers les intercessions, et nous prions. Et voilà, nous prions aussi beaucoup pour le Congo. Et donc, oui, et il m'arrive très souvent même de prêcher. Ben, je vais vous inviter, vous viendrez, on va partager la parole du Seigneur. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On a besoin aussi de vivre à travers la parole de Dieu, parce que c'est cette parole-là qui nous donne la force, qui nous donne aussi la sagesse. Vous savez, le plus grand sage au monde a reçu sa sagesse de la part du Seigneur, de la part de l'Éternel. C'est Salomon. Lorsque on l'a choisi par son père pour gouverner son peuple, Salomon a demandé, mais donnez-moi la sagesse pour que je puisse gouverner ce peuple. Donc si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous ne pourriez pas gouverner. Vous ne serez pas un bon gouvernant. Donc on a besoin de la sagesse divine, donc on a besoin toujours de se ressourcer à travers la parole de Dieu pour avoir la sagesse, pour avoir aussi la force. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la sagesse, mais il faut aussi avoir la force pour gouverner. Parce que si vous n'avez pas la force, vous ne pourriez pas, on va dire, lorsque les épreuves viendront. Vous savez, le chef de l'État, je vais peut-être chuter là-dessus, lors des entretiens que nous avons eus avec lui, il nous a dit une chose qu'on a toujours gardée. Le chef de l'État a dit, les choses qui durent, ce sont celles qui résistent à l'épreuve du temps. Pour qu'une chose dure, puisse durer, elle doit résister à l'épreuve du temps. Ça veut dire quoi? À l'épreuve du temps, il y a des persécutions. À l'épreuve du temps, il y a des épreuves. Mais la chose qui dure, c'est ça qu'on dit dans la Bible, c'est un peu la même chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est un peu la même chose, c'est ce qu'il a dit.
La Bible, le verset biblique dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On vous sent vraiment dans votre élément là, puisque on ne voudrait pas vous priver, vous avez un agenda très surchargé. Pour finir, quel est le regard que vous portez sur la prolifération des églises au Congo, bien qu'étant un État laïque? Écoutez, le Seigneur a dit, laissez pousser la bonne herbe et l'ivraie. Il est bon que les gens parlent de Jésus. Quand bien même qu'il y a des faux, mais à la fin, lui-même, il viendra, il choisira les bons et les mauvais, il détruira les mauvais. Mais il est bon, il faut laisser les gens avoir des repères, des référents. Et le christianisme est un référentiel très important pour les populations. Donc, pour notre part, il est très bon de laisser les églises prospérer. Mais il ne s'agit pas pour l'État d'accepter le désordre, non. Mais il s'agit ici de parler de Jésus. Dans la Bible, il y avait des gens qui parlaient de Jésus, qui n'avaient pas l'esprit de Jésus. Mais on a fait comprendre, laissez-les parler. Ils parlent quand même. Ils parlent toutefois de Jésus. Il faut qu'on parle de Jésus. Un pays qui a un Dieu qui regarde ce pays, qui veille sur ce pays, qui a ses oreilles ouvertes sur ce pays, qui a ses yeux ouverts, qui a sa bouche ouverte sur ce pays-là prospère. Les États-Unis, c'est le pays là où il y a le plus grand nombre d'églises dans le monde. On dit pratiquement dans chaque fin d'avenue, il y a une église aux États-Unis. Les États-Unis sont la plus grande puissance au monde. Ne combattez pas contre la foi. Surtout, la foi en Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Ne combattez pas contre la foi. Bien au contraire. Les États-Unis. Aux États-Unis, on prête même serment sur la Bible. Parce qu'on reconnaît que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Et je pense que lorsque nous aussi au Congo, on va commencer à reconnaître que la parole de Dieu a créé le monde, malgré le côté laïque. Mais vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle des valeurs. Même dans les pays occidentaux, on parle de laïcité, mais il y a ce qu'on appelle des valeurs judéo-chrétiennes. Pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours de leurs valeurs? Parce qu'elle est là, elle est intrinsèque, la valeur. Voilà, donc il faut laisser la foi prospérer, il faut laisser les gens s'adonner au culte du Dieu suprême. Et vous savez, lorsque les gens prient, les gens sont plus apaisés. Parce que la prière, la communion avec le Seigneur donne intrinsèquement une forme de paix intérieure. Et aussi vrai qu'on note des bons pasteurs parmi ceux-là qui prônent la parole de Dieu. Est-ce que vous encouragez? Mais je vous ai dit, je vous ai répondu, il faut laisser pousser l'ivraie et la bonne herbe. Voilà, et puis le Seigneur, il viendra, il coupera. Et lui-même, il sait. Vous savez, je vous ai dit, non? Les choses qui comptent, ce sont celles qui réussissent à l'épreuve du temps. C'est le président Denis Sassou Nguesso qui nous l'a dit. Je l'ai retenu. Quelque part, dans la Bible, on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les faux pasteurs, quand ils vont commencer, mais ils vont s'arrêter en chemin. Et on saura que ce sont des faux pasteurs. Mais les vrais vont toujours demeurer. Voilà, donc il faut laisser. Il faut laisser, mettre les garde-fous, évidemment. Voilà, les garde-fous, parce qu'aujourd'hui, évidemment, pour ouvrir une église, il faut avoir un récépissé. Il faut être en règle. C'est ça. Le ministre en charge de l'intérieur, c'est ici le ministre en charge du culte. Il faut être en règle. Mais attention, il ne faut pas, pour nous, concernant le christianisme, nous pesons bien nos mots, hein, concernant le christianisme, laisser prospérer. C'est sur ce que nous allons mettre un terme à notre entretien en vous remerciant de nous avoir accordé cette interview. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus vous donne sa paix. Voilà. Et qu'il bénisse aussi votre chaîne. Merci beaucoup. Et qu'il bénisse le Congo, hein, puisque nous sommes au Congo, qu'il bénisse le président de la République, qu'il bénisse le projet de société que nous sommes en train de mettre en œuvre dans des conditions assez difficiles parce que nous sommes en crise. Mais vous voyez qu'on a pu, malgré la crise, quand même finaliser un réseau. Et je peux vous donner une indiscrétion. On a finalisé ce réseau avec un gap
de 1,3 milliard. Mais le réseau a été finalisé. Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits, il va écraser nos ennemis. Ça, c'est biblique, ça. C'est donc ici que prend fin cet autre numéro de Brazza Express avec comme invité Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste et Bombo, qui a accepté de nous accueillir dans ses bureaux.